revient sur l'histoire du modèle algérien comme très... Parce qu'il y a c'est un problème de nombre. Un problème de nombre, puisqu'il y a près de 2 millions d'Algériens en France dans les années 80, soit qui sont nationaux français, soit qui sont d'origine algérienne. C'est la première immigration en France. Dans la fin des années 70, au début des années 80, l'immigration algérienne est la première immigration en France. Dans une situation où effectivement les Algériens, notamment dans l'immigration, ont combattu pour l'indépendance de l'Algérie, massivement, c'était nationaliste. Et il faut préciser d'ailleurs que c'est pendant la guerre d'indépendance algérienne que l'immigration algérienne a été multipliée par 2, puisqu'on est passé de 200 000 Algériens en 1954 à près de 400 000 en 1962. Donc c'est là aussi un grand paradoxe de l'histoire, une grande interrogation de l'histoire qu'il faut prendre à bras-le-corps aujourd'hui. Il faut commencer à s'interroger sur ces questions-là. Il y a différents types d'explications là-dessus. Première explication, la guerre a bouleversé le paysage agricole, 2 millions de paysans déplacés. Donc, évidemment, cette espèce de bouleversement radical qui pousse au départ et à l'exil, etc. Ça peut être une explication importante. Une autre explication qui avait été avancée, c'était que la France avait eu besoin de remplacer dans les usines sa main-d'œuvre ouvrière en faisant appel à l'immigration algérienne comme une sorte de main-d'œuvre de substitution à la classe ouvrière française pour aller vite. C'est aussi une explication possible. Il y en a une troisième explication aussi, c'est tout simplement des Algériens qui fuient l'Algérie en guerre, tout simplement, et qui vont vers, d'après les récits transmis des années 30, vers un pays où il y a plus de liberté qu'en Algérie coloniale. C'est aussi tout simplement ça. Et enfin, il y a encore une explication, c'est qu'effectivement, les nationalistes algériens, toutes tendances confondues, avaient besoin d'une forte immigration aussi politique en France, du point de vue de leur tradition, pour avoir trésor de guerre, cotisation, etc., etc. Bref, ce mystère du doublement de l'immigration algérienne pendant la guerre d'indépendance contre la France, c'est une question extrêmement importante, parce qu'elle renvoie à une crise du modèle défini par Abdelmalek Sayed sur les 3 âges de l'immigration. Vous savez, les fameux 3 âges de Sayed qui sont très importants. Premier âge, on arrive pour travailler. Second âge de l'immigration, on s'intègre en se taisant, en s'assimilant dans la société française, la société en général. Et puis le 3e âge, qui est celui de la recherche de l'origine. Des identités, d'où venons-nous, etc. Dans le cas de l'immigration algérienne, qui ensuite va se transférer sur toutes les autres immigrations de mon point de vue, c'est qu'il y a une perturbation du modèle des 3 âges. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on arrive dans les années 30 pour travailler jusque dans les années 50, on s'intègre en se taisant dans les années 70, bien sûr, ce que dit Sayad. Dans les années 80, on veut savoir qui on est, le mouvement beurre, les identités multiples, les origines, le problème du rapport au père, etc. Mais arrivé au 4e âge aujourd'hui, on se sent toujours discriminé, étranger, dévalorisé, victime du racisme, en situation entre guillemets de continuum colonial. Enfin, c'est vécu comme ça, je ne dis pas que c'est la réalité. La France, pour moi, n'est absolument pas une société coloniale. Je préfère le dire tout de suite, ça c'est clair. Donc on a là un problème de modèle perturbé, arrivé au 4e âge de l'immigration, où la revendication classique de la dissolution, disparition, disons, des immigrants dans la société, de leur dispersion, du point de vue spatial, social, culturel, etc., se pose pas. Enfin, je veux dire, il y a un problème. Vous voyez ce que... Donc là, il faut... Et à mon avis, la clé de ce mystère réside dans cette histoire singulière. Il faut sans cesse et réexaminer, parce qu'elle est fondamentale, elle est tellement incroyable, et elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'il faut à nouveau la réinterroger, parce qu'elle vient perturber l'ensemble du modèle. Le couple, je veux dire, les difficultés du couple franco-algérien, y compris actuel en 2010, avec les projets de loi de criminalisation du colonialisme, comme réponse à la question... Ne croyez pas que ça ne touche pas les franges de société dans les banlieues, dans l'immigration, etc. Moi, je fais beaucoup de conférences invitées par... à Marseille, je ne sais pas où, à Rennes, à Lyon, tout ça, et c'est évoqué par les participants, c'est-à-dire la criminalisation du colonialisme, la question de la loi du 23 février 2005, ce sont des débats qui maintenant commencent à circuler vraiment dans la société. Et on ne peut sortir, à mon sens, de cette question-là qu'en réfléchissant effectivement à cette singularité, et derrière cette singularité algérienne, il y a une autre singularité d'un modèle qui s'est diffusé comme un modèle de référence aussi, c'est le modèle de la Shoah. C'est-à-dire le problème des victimes, de l'histoire victimaire contre l'histoire de bourreaux, etc.
Et ce modèle-là, qui est très fort, qui est un modèle qui renvoie aussi à une singularité historique très puissante, hein, du génocide, au fil de la Seconde Guerre mondiale, qu'on le veuille ou non, il a été réapproprié dans le cadre de la singularité du modèle algérien. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de diffusion de ce modèle réinterprété à la lecture du modèle algérien. Et ça vous donne cette espèce de mix qui ensuite, dans une sorte de magma, on l'a mentionné, tout à fait intéressant, et qui vient en dernière analyse percuter la question du conflit israélo-palestinien. Et là, vous avez une triple résonance sur les trois conflits qui est et qui rend la situation extrêmement complexe. C'est-à-dire que vous avez un triple modèle qui rentre en résonance. Et dans le premier cas, c'est-à-dire le modèle algérien de la dépossession radicale, de la conquête coloniale extraordinaire, etc., vous avez l'application du modèle de la Shoah qui lui-même vient en explication du drame palestinien, du drame israélo-palestinien. Et là, on va arriver dans des situations extrêmement graves, extrêmement compliquées, hein, parce qu'on a apparition des fantasmes, des stéréotypes, des mélanges, où on mélange toutes les séquences. Moi, je dis souvent à mes interlocuteurs, quand ils me disent la France est une société coloniale, je ne sais pas quoi, ils disent mais vous ne savez pas ce que c'est qu'une société coloniale. Qu'est-ce que vous ne savez pas ce que ça signifie une société coloniale? Une société coloniale, c'était la société où les indigènes n'avaient aucun droit. Ils étaient privés du droit de vote, ils ne pouvaient pas voter, ils n'existaient pas, ils n'avaient pas de protection juridique, ils étaient déplacés arbitrairement, il y avait des passeports intérieurs en Algérie pour se déplacer d'une région à l'autre. On ne pouvait pas se déplacer comme ça. Pour aller de l'Oranie au Constantinople, il fallait des passeports intérieurs. Je veux dire, vous vous rendez compte de ce que vous imaginez. La situation est beaucoup plus difficile à analyser que ce que vous faites comme simplification abusive. Et pareil sur la question du conflit israélo-palestinien par rapport à la Shoah, inversé, etc. Mais je crois que ces trois modèles qui rentrent en résonance, qui sont mal compris, peu compris même quelquefois, et mal interprétés ou surinterprétés, créent une sorte, disons, de télescopage historique, donc de catastrophe historique. Tout le problème, c'est que les intellectuels, les universitaires, etc., ont beau écrire, travailler, produire, hiérarchiser les problèmes, essayer d'expliquer, le grand problème, c'est comment parvenir à transmettre. C'est-à-dire comment arriver, disons, à faire en sorte qu'on... pour parvenir déjà à transmettre, il faut déjà élucider. Moi, ce que j'essaie de faire à mon petit niveau, c'est d'essayer de dresser un diagnostic sur ces problèmes de modèles qui se diffusent de l'un à l'autre et qui sont dangereux. Oui, mais enfin, quand vous dites que les intellectuels ont beau produire et travailler, on sent bien que tous les intellectuels ne sont pas sur la même longueur d'onde, ne travaillent pas dans le même sens. Et vraiment, que ce soit quand on réfléchit à ce qui se passe dans les associations, où la question postcoloniale et la représentation finalement d'une sorte de rémanent d'idéologie colonialiste sert à défendre des causes, bonnes ou mauvaises, ça peut être, sert à se défendre de ce racisme et de cette discrimination, mais on se demande aussi finalement à quoi elle sert dans les milieux intellectuels cette question postcoloniale. Voilà, et on se dit vraiment, il y a la question de à quoi sert la question postcoloniale en France, mais on pourrait peut-être se poser aussi la question en Algérie, parce qu'on sent bien que les thèmes passent. Je trouve la Méditerranée, ce qui se dit en Algérie réapparaît ici et réciproquement. J'aimerais bien que vous trouviez une réponse à quoi sert la question postcoloniale, puisqu'on a démarré sur qu'est-ce que la question postcoloniale.